Bonjour, bonsoir même. Merci d'être venus si nombreux. C'est un peu impressionnant, mais bon, voilà, on va y arriver. Moi, je suis Annelise Vieilledent, productrice dans l'animation. Et je suis une des membres fondateurs des Storygraphes. Et donc, j'ai l'honneur d'ouvrir cette première conférence StoryCode de Toulouse. Et un peu peur, mais ça va aller. D'abord, avant tout, je vais remercier les partenaires qui, sans eux, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, Haricot pour d'abord nous accueillir dans ce magnifique lieu. Donc, merci beaucoup à vous. Merci aussi à TV Bruit qui capte la soirée de ce soir pour la retransmettre sur YouTube en direct. Donc, vous pouvez faire un coucou. Normalement, ça marche. Donc, salut les gens à travers le monde. S'il y en a, maman, si tu me regardes, voilà. Et merci à GK Vision aussi qui nous a prêté du matériel pour la captation et pour les expérimentations qu'on vous proposera après le débat. Donc, avant d'ouvrir le débat qui nous réunit ce soir et qui va tenter de répondre à la question « Les nouveaux médias nous permettent-ils de raconter de plus belles histoires ?» Je voudrais juste faire un petit sondage rapide. Comme ça vous fait faire quelque chose et moi, ça me détend un peu. Et puis, comme ça, je peux aussi connaître un peu mieux la composition du public et vous aussi. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je voudrais savoir, est-ce que des gens parmi vous font partie du monde de l'audiovisuel, comme moi, par exemple. Donc, voilà, pour voir. OK, la proportion. Est-ce que certains d'entre vous font partie du monde de la recherche, comme Valentine, qui va présenter la conférence? Vous n'êtes pas beaucoup. Hein. OK, il faudra dire à des copains de venir la prochaine fois. Est-ce que certains d'entre vous font plutôt partie du monde du numérique, du web, de l'informatique, etc. Parfait. D'autres sont peut-être étudiants. Et ce n'est pas un défaut. Hein, on vous envie tous d'être encore jeunes. Est-ce que certains d'entre vous travaillent dans les institutions publiques ou etc., etc. Benoît, super. Bienvenue. Et après, est-ce qu'il y a seulement des curieux, des amateurs, des intéressés par le sujet de ce soir? J'espère que voilà, ça va. Non, personne. Ok, bon, c'est bon. Donc maintenant que je vous connais mieux, je peux nous présenter précisément, si le slide se met en marche. C'est un temps très court de pause. Hein. Donc voilà, nous sommes les Storygraphes. Les Storygraphes, vous allez voir qu'ils ont pas mal de points communs avec vous tous. C'est un réseau de professionnels de l'industrie culturelle et de la recherche tous ces gens veulent se réunir autour des nouveaux médias. Et pourquoi nous souhaitons nous réunir autour des nouveaux médias? C'est que dans nos différents secteurs, nous avons pris ces dernières années conscience de l'essor des nouvelles narrations et du fait qu'elles offrent l'opportunité de réunir différentes corporations comme les auteurs, les producteurs, les techniciens. Vous me direz, c'était ça déjà dans l'audiovisuel. Mais aujourd'hui, ça ouvre aussi le domaine aux développeurs, aux community managers, etc., à tout un pan nouveau et aux chercheurs aussi. Voilà. Aux journalistes, etc. etc. Les nouveaux médias aussi permettent la plupart du temps aussi de réunir les différents genres qui souvent dans les médias plus classiques sont assez segmentés comme l'animation, le docu, la fiction. Bon, ça commence à avoir tendance à se croiser, mais je pense que c'est aussi grâce aux nouveaux médias que ces croisements commencent à s'opérer. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons voulu saisir cette chance de décloisonner et de fédérer les gens qui sont déjà engagés, comme les producteurs qui font ça déjà depuis très longtemps, et aussi ceux qui veulent faire toujours du cinéma en 35 mm, mais qui sont intéressés par les nouvelles opportunités, des nouvelles narrations. Donc vous allez voir que, grâce au prochain slide, voilà, que les membres fondateurs de l'association des Storygraphes sont à l'image de cette ouverture et de cette transversalité.
Donc Valentine Châtelet, qui va présenter le débat, qui va animer le débat, pardon, par la suite, fait partie du monde de la recherche. Elle est docteure en histoire de l'art et en sciences de l'information et de la communication. C'est un peu long, hein, bon, parce que elle a fait la transversalité dans la recherche, donc voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je travaille dans l'animation, et donc moi, la transversalité, c'est plutôt au niveau 2D, 3D, séries, long métrage, clips, voilà. Donc c'est une transversalité différente, mais bon voilà. Pauline Antipo, qui est cachée derrière là-bas parce que c'est une trouillarde. Elle vient du monde numérique et elle travaillait chez France Télé. Notamment, elle accompagnait les émissions de flux avant, pendant, après sur le web. Anil Bosley, qui est aussi caché là, et lui du monde de la création sonore. Il a travaillé à Radio France et aujourd'hui il travaille aussi au Théâtre du Capitole. Francesca Bolognesi, qui n'est pas là parce que je ne sais pas pourquoi elle a préféré aller à Cannes. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Donc voilà, donc elle fait partie du grand monde du cinéma, la quinzaine des réalisateurs, la Villa Médicis, etc. Joanne, donc le monde de Joanne fait un peu moins fantasmer que le monde de Francesca, juridique, mais c'est important aussi. Hein. Voilà, elle est basée à Bordeaux. Et Guillaume, lui aussi, vient du monde de l'animation. Et sa particularité à lui, c'est qu'il est basé à Montréal et c'est important pour nous. C'est cette ouverture aussi à travers le monde et cette envie de créer un réseau important et large. Voilà, donc vous avez vu les membres fondateurs. Et nos ambitions sont, comme je viens de le dire de différentes façons, de rassembler, partager et se faire rencontrer les gens, et notamment grâce aux conférences Storycode comme ce soir, mais aussi grâce à notre site internet que nous sommes en train de construire et qui pourra permettre aux membres d'accéder à un annuaire, à de la veille, à des interviews, des podcasts et à de la mise en relation et du conseil à travers les membres. Nous souhaitons aussi promouvoir les nouveaux médias grâce à un festival international des nouvelles narrations, avec un contenu éditorialisé et artistique, et devenir en fait des facilitateurs de diffusion auprès du grand public et des professionnels aussi, parce que souvent les projets sont magnifiques mais noyés dans la masse des App Store ou même d'Internet tout court. Et aussi il y a la problématique de l'équipement, donc voilà, au moins là les gens ils pourront voir des choses en direct et des projets qui nous tiennent à cœur. Et enfin, nous souhaitons aider à la création et à la concrétisation des projets nouveaux médias qui sont assez compliqués à monter parce qu'il n'y a pas de marché préétabli. Donc avec une résidence d'écriture et de prototypage et de la mise en relation entre les auteurs, les producteurs et aussi des professionnels de différents milieux qui pourraient apporter quelque chose de nouveau, un regard nouveau. Par exemple, si on a un auteur VR, peut-être le faire rencontrer un architecte s'il a besoin de réfléchir à sa spatialisation, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les storygraphes. Donc maintenant, je vais vous expliquer les storycodes. C'est dans la même lignée que ce que je vous dis depuis le début, qu'on a eu envie de créer un réseau et de rassembler. Notre première mise en pratique de cette ambition, ça a été de rejoindre le réseau international déjà existant des storycodes. C'est un réseau qui existe depuis 2010, qui a commencé à New York. Vous pouvez reconnaître New York à la Bolivie. Et donc, ça a été créé par deux auteurs qui ont voulu se réunir autour des nouveaux médias pour partager des cas concrets et échanger entre auteurs et créateurs. Donc maintenant, il y en a partout à travers le monde. C'est très exotique. Il y en a à Porto Rico, Sydney, au Togo, à Singapour. Et il y a à Toulouse maintenant. C'est ultra exotique. Donc voilà, nous, on est en train de mettre Storycode Toulouse en place. C'est le premier événement ce soir. Notre ambition, c'est de faire un événement tous les 2 mois à partir de la rentrée. Et notre envie, c'est d'ouvrir cette organisation à vous tous. Et si vous avez des domaines de prédilection plus précis que nous, voilà, on ne connaît pas tous la même chose, et qui peuvent aller avec les nouveaux médias, nous vous invitons à nous contacter et on pourra peut-être organiser des thématiques spéciales selon vos sujets et selon vos envies.
Donc maintenant, j'espère que la différence entre Storygraph et Storycode est plus claire pour vous et que vous comprendrez que Storycode, vous êtes les bienvenus et que vous pouvez participer avec nous à ces conférences. Et puis vous êtes les bienvenus aussi pour Storygraph parce que vous pouvez devenir membre. Mais avant de continuer, de laisser la parole à Valentine, juste un dernier truc, c'est que pour les deux associations, en fait, j'ai utilisé fréquemment le terme nouveaux médias. Et je pense que c'est important de définir avant le débat ce que nous entendons par nouveaux médias. Et parce que souvent, quand on vous en parle, vous faites cette tête. Et en fait, comme on ne veut pas que vous restiez coincé soit avec cette coiffure, soit avec cette tête, on préfère préciser ce qu'on veut dire, en fait. Est-ce que vous faites cette tête, soit parce que vous ne savez pas de quoi on parle, soit parce que vous trouvez que c'est complètement, quoi, ça sert à rien, que en fait c'est de l'audiovisuel sur le web et puis c'est tout, quoi. Donc, mais non, en fait nous on pense que c'est pas ça. Pour nous, les nouveaux médias, c'est la continuité des narrations traditionnelles, orales, par exemple le conte ou la radio, ou les narrations visuelles comme la BD, le roman graphique, le livre jeunesse, ou la narration cinématographique en mouvement, les films d'animation, de fiction, documentaire, etc. Mais tout ceci augmenté par le numérique et l'interactivité. Et on pense que ceci offre la possibilité aux spectateurs d'être plus actifs. Certains d'ailleurs parlent de spectateurs, c'est un nouveau super mot, digne de Ségolène Royal. Et donc en fait, ça a permis une immersion physique plus forte, une implication intellectuelle aussi de la part du spectateur. Et finalement, on pense que ça implique aussi un engagement moral plus fort. Donc pour nous, les nouveaux médias apportent une dimension, une facette supplémentaire au prisme de la narration. Donc voilà, c'est ça. Donc là, nous avons mis quelques petits exemples. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. De projets nouveaux médias. Vu que chaque projet nouveau média est un peu différent, c'est un peu compliqué des fois de les caser. Voilà. Et donc certains de ces projets seront en visionnage et en expérimentation après le débat. Alors il n'y aura que 6 postes. Donc il va falloir que vous inscriviez sur des listes et tout le monde ne va pas pouvoir passer pour tester, mais on vous invitera aux prochaines conférences Storycode et peut-être qu'on aura plus de postes et plus de médiateurs si vous nous rejoignez. Donc voilà, donc maintenant je laisse la parole à Valentine et merci aux invités d'avoir accepté l'invitation. Et est-ce que Voyelle est là ? Ouh, parce que je vous voyais tous regarder, j'étais là, bon alors apparemment ça n'a pas l'air de marcher. Ok, super. Bonjour Voyelle, tu ne me vois pas mais voilà. Bienvenue. Non, moi c'est un peu abstrait parce que je vois 4 personnes, j'ai l'impression d'être dans mon salon avec mes potes. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes ou 200 personnes dans la salle et je ne vois pas ton écran. Donc je ne sais pas ce que tu projettes comme image drôle. Donc je me sens un peu seule, mais ça va aller. Attends, tu vois, oui. Je vais te déplacer 3 secondes pour que tu vois le public au moins quand même. Donc pendant ce temps, je vais introduire le débat. Alors, bonjour à tous. J'ai dit c'est fini là maintenant, hop, voilà. Désolée. Cette première conférence Storycode est donc organisée par les Storygraph et est consacrée à la question de la narration dans les nouveaux médias, par les nouveaux médias, ou pour le dire autrement, en gros, de l'écriture à la diffusion auprès du public. Qu'est-ce que l'utilisation des nouvelles technologies change à la conception de la narration, à sa réception auprès du public et à sa diffusion. Alors, avec les Storygraph et pour cette conférence Storycode, on a choisi d'avoir une démarche très concrète, très pratique et d'exposer des cas pratiques grâce aux 4 invités qui ont accepté de participer à la conférence ce soir. Donc, je vais les présenter, leur poser quelques questions avant de rentrer dans le vif du débat. Et vous donner la parole également par moment. Si vous avez des questions, gardez-les en mémoire pour les moments de questions du public. Et les personnes qui nous suivent sur YouTube peuvent également poser des questions en direct.
Alors, nous accueillons ce soir Philippe Aucel, Camille Duvet-Leroy, Amaury Laburte et Voyelle Hacker, que je vais présenter chacun à leur tour. Donc, Philippe, bonjour et merci d'être là. Tu es le gérant d'une société de production toulousaine qui s'appelle Le Local. C'est une société de production qui produit du cinéma, des films d'animation, du documentaire de création et aussi de la fiction, et qui s'est lancé qui se lance depuis peu dans les nouveaux médias, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la vidéo 360, et grâce à la création d'un lab VR l'année passée. Tu es là ce soir pour nous parler plus spécifiquement d'un projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, on s'est vraiment intéressé à la VR à la base par la technique, parce qu'on avait des projets évolutifs entre la 3D traditionnelle, des films en 3D, qui sont devenus des films en 3D temps réel pour le web, et qui sont devenus maintenant des expériences qu'on propose en VR sur des salons et des choses comme ça. Par la technique, on s'est dit c'est quand même un super médium, la réalité virtuelle, et on s'est dit pourquoi pas écrire quelque chose dans un univers qui nous plaît plus que la commande. Et comme nous, on est passionnés d'animation et de documentaire, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet pour mêler les deux. Et ce qui nous a intéressé, c'était de faire un espèce de making-of en réalité virtuelle du monde de l'animation et des différents types d'animation. Parce qu'on trouvait très intéressant de découvrir comment est-ce qu'on faisait de l'animation, que ce soit en papier découpé, en pâte à modeler, en 2D, etc. Et qu'est-ce que le médium VR pouvait nous amener comme solution en termes d'écriture et en termes d'expérience. Après, j'en parlerai plus. Et ce projet s'intitule Immersion dans l'animation. Et il est en cours de développement ? On est en développement, ouais. On fait plein de tests en ce moment. Ok. Et quel est ton rôle dans ce projet ? Moi, j'ai écrit avec les deux filles au local qui sont auteurs, qui sont à la base productrices, mais qui là sont auteurs sur ce projet, parce qu'elles ont une approche justement documentaire des choses, elles sont aussi passionnées d'animation. Et puis moi, j'étais un peu le garant technique de ce qui était possible ou les challenges qu'on pouvait se lancer pour faire ces expériences. Ok, voilà. Je te remercie Philippe. Je vais donner la parole à Amaury, parce que c'est l'ordre des diapos qui commande. Excuse-moi Camille. Amaury, toi tu es... bonsoir et merci d'être là tout d'abord. Tu es directeur de Audio Gaming et Novelab. Audio Gaming, c'est une société toulousaine qui se consacre au développement d'outils, d'outils sonores pour le cinéma, la réalité virtuelle notamment. Et Novelab, c'est une société de production qui est dédiée à la production ou à la coproduction de projets de réalité virtuelle, entre autres. De projets interactifs. Et tu es là ce soir pour nous parler du projet qui a fait le tour du monde, qui a remporté plein de prix dans tout un tas de festivals, qui a été créé à Toulouse, mais que malheureusement les Toulousains connaissent trop peu. C'est un projet qui s'appelle Notes on Blindness. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est effectivement un projet qui n'est pas très connu ici, je pense. Notes on Blindness, c'est une sorte de documentaire en réalité virtuelle qui raconte l'histoire de John Hull, qui est un professeur de théologie, qui est devenu aveugle à l'âge de 45 ans, et il s'est enregistré sur des cassettes, et on a récupéré son témoignage, donc on a eu vraiment l'audio de John, et il a fait une sorte d'autothérapie où il a essayé de comprendre ce que c'était que de devenir aveugle, et surtout comment accepter le fait de devenir aveugle à l'âge de 45 ans, c'est quelque chose de très dur. Et donc à partir de ces cassettes, on a créé un récit interactif dans lequel on matérialise avec le casque de réalité virtuelle ce que peut être la perception d'un aveugle, en tout cas sa perception en tant qu'aveugle, telle qu'il l'a décrit. Donc on a sa voix et on a des visuels qui sont assez peu réalistes, mais qui essayent de traduire ce que son cerveau fait quand il perçoit les sons. Et donc c'est un récit narratif interactif, décomposé en 6 chapitres, qui est chouette, testez-le. Et dans ce récit interactif, on a des moments où il y a des sons ou des éléments qui se déclenchent selon l'orientation du casque et de l'utilisateur ? L'interactivité est assez légère dans le sens où au début on a essayé d'avoir une interactivité plus poussée et qui sonnait un peu faux. Du coup on est revenu sur des choses assez simples, donc on utilise beaucoup le regard. À certains moments on demande aux gens de regarder certains endroits, mais ça reste quand même assez sobre. Et effectivement après on a plein de petites, comme on le programme comme un jeu, on a plein de petites choses qu'on essaye de rendre invisibles,
mais qui font qu'on s'adapte un peu à l'utilisateur. Plus il regarde longtemps, enfin plus il explore autour de lui, plus on va lui donner de temps, plus la narration va être lente en fait, et il va pouvoir s'immerger dans son monde. On a des effets de focalisation, si les gens regardent quelque chose précisément, on va essayer de baisser un petit peu le reste des sons autour pour qu'ils puissent se concentrer là-dessus. On a des petites mécaniques interactives où quand on regarde un endroit, on déclenche un petit événement. Donc voilà, on utilise plein de petites choses qu'on espère pas trop visibles pour pas avoir un côté très mécanique, mais on le rend interactif de cette façon. Et toi, quel a été ton rôle dans ce projet? Moi, j'étais producteur exécutif et directeur créatif du projet. Ok, donc tu avais un petit peu les deux mains et les mains, deux pieds dedans. Merci beaucoup. Camille, donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Tu es auteure, scénariste, réalisatrice de projets interactifs. Tu as beaucoup travaillé, tu as participé à de nombreux projets, tu as travaillé sur de nombreux projets et tu te consacres souvent dans tes projets à avoir une interface dédiée qui est adaptée spécifiquement à l'histoire. Et tu as aussi travaillé sur des projets de scénographie muséale, Oui. J'ai lu. Oui, tout à fait. Et tu es là ce soir pour nous parler d'un projet assez récent qui s'appelle La grande histoire d'un petit trait. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La grande histoire d'un petit trait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre un petit bout de trait rouge sur un bout de chemin. Et donc vous avez un site internet aussi, si vous voulez. Et donc ce petit garçon découvre un petit bout de trait et en fait, ça devient son ami. Et l'histoire de cette amitié, c'est comment en fait le dessin permet à un petit garçon de s'exprimer et de grandir et aussi d'en faire son métier et donc il devient un dessinateur. Ça, c'est l'histoire qu'on vous raconte. Et comment je vous la raconte de façon interactive, c'est qu'en fait, je vous demande de dessiner. Ce sont vos actions, vos dessins qui permettent à l'histoire d'avancer. Et du coup, on est vraiment dans un récit interactif où en fait, votre présence en tant qu'utilisateur modifie le déroulé de l'histoire. C'est pour moi comme ça qu'on qualifie beaucoup l'interactivité. Et toi, quel a été ton rôle? Tu es auteur? Moi, je suis auteure et je suis réalisatrice. Et alors, pourquoi c'est différent? C'est auteur, c'est-à-dire je crée le concept, j'écris les principes de l'interactivité et ensuite dans la réalisation, ça veut dire qu'en fait, je choisis les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire tant du côté technique, du développement technique que de l'animation. Et ensuite, je réalise, c'est-à-dire que je suis une sorte de super chef de projet qui permet à tout le monde de travailler ensemble et je suis le point de croisement pour que le projet aille jusqu'au bout selon aussi les directives d'auteur et d'écriture. On reviendra sur ces points plus détaillés du déroulement d'un projet au cours du débat. Merci beaucoup Camille. On va maintenant saluer Voyelle Hacker qui est en ligne avec nous depuis Paris. Bonsoir Voyelle. Bonsoir. Voyelle, tu es l'ancienne directrice des nouvelles écritures de France Télévisions. Pour ceux qui l'ignorent peut-être, les nouvelles écritures, c'est le département dédié aux nouveaux médias à France Télévisions. Tu as travaillé tu travailles depuis 15-18 ans ou de nombreuses années dans les nouveaux médias. Tu as accompagné de nombreux projets en production, en développement, à la diffusion également, de projets web numériques. Et aujourd'hui, tu fais aussi de la formation pour l'écriture de projets web numériques, nouveaux médias. Et tu es là ce soir pour nous parler plus spécifiquement d'un projet qui s'appelle Way or Die, qui est une fiction interactive. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de choses sur ce projet particulier, son dispositif? Oui. Alors d'abord, merci de votre accueil, merci à Storycode. Juste pour préciser ta petite introduction, en fait, ça fait effectivement 15, 17, 18, je ne sais plus, je ne compte pas, ans que je travaille dans les médias, mais je viens, en fait, même si j'ai toujours eu une passion pour les nouveaux médias, je viens des médias traditionnels, c'est-à-dire qu'avant de m'occuper du département des nouvelles écritures à France Télévisions, j'ai coproduit, acquis et programmé et diffusé notamment des programmes jeunesse et de la série d'animation traditionnelle, donc pour un média broadcast. Néanmoins, je me suis toujours intéressée à l'écriture pour les nouveaux médias et avant même d'embrayer sur la jeunesse, je travaillais sur des projets de fiction interactive
à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment les tuyaux, mais c'était intéressant parce que c'était vraiment une démarche de R&D et de laboratoire, ce qu'on a essayé de faire en fait pendant les 5 années où on a travaillé avec Boris Razon à la direction des nouvelles écritures de France Télévisions. Ça, c'était pour la petite introduction. Donc, vous m'avez demandé de choisir un projet particulièrement emblématique ou plutôt riche en enseignements autour de la narration, la fabrication et jusqu'à la mise en marché, c'est-à-dire finalement le financement et l'accompagnement du projet en ligne. Et du coup, pour plein de raisons, on a choisi celui-là. Il y aurait pu y en avoir plein d'autres parce qu'aux Nouvelles Écritures, on a accompagné près de 200 projets, des petits, des moyens, des gros, des projets transmédia en relation avec des programmes des antennes, des projets linéaires mais numériques avec des formats courts de fiction et de documentaire, et également quelques projets très expérimentaux. Notamment là aujourd'hui se lance The Enemy, que vous pouvez aller voir à l'Institut du monde arabe si vous passez par Paris, qui est un énorme projet avec de la réalité virtuelle mais pas que, et Way or Die fait partie de cette ligne-là de projets un peu expérimentaux où on a testé beaucoup de choses. On a testé en fait l'écriture, le storytelling, mais également tout ce qui concerne la fabrication, la production. Il y avait des enjeux technologiques assez importants, on reviendra dessus je suppose, et y compris pour la dernière partie, qui est finalement la partie la plus importante, l'accompagnement du projet après sa mise en ligne, des stratégies de partenariat, de promotion, de réseaux sociaux, pour faire que ce projet-là, à un moment, atteint le public pour lequel il est écrit et conçu et pensé. Et quand Donc, on... voilà. Ouais, merci beaucoup. Quand on dit que Way or Die est un film interactif, pour les gens qui n'ont pas testé le film, est-ce que tu peux nous décrire le dispositif rapidement? Bien sûr. Alors, d'abord, c'est de la fiction, même si on avait envie de traiter d'un sujet qui nous tenait à cœur et qui aurait pu tout à fait être traité sous une forme documentaire. Le sujet, c'est les bizutages. Le bizutage dans les grandes écoles, mais ça concerne aussi des étudiants à l'université, notamment les étudiants en médecine. On avait envie de dénoncer un petit peu des pratiques d'humiliation et de violence qui peut y avoir dans ce type d'événements, qui reste très secret finalement parce que personne, notamment les écoles, n'ont pas envie de communiquer sur ce type de violence. Et en même temps, ça nous paraissait un sujet moderne qu'on pouvait traiter avec de la fiction, avec une réalisation très moderne à la film, à la Spring Breaker américain, et qui pouvait attirer le public pour lequel qu'il était censé alerter, qu'on voulait alerter sur ce sujet-là. Donc on est parti sur un drame en fait, qui se passe le temps d'un week-end d'intégration, ou plutôt le temps d'une soirée d'intégration. Ça commence à l'arrivée des étudiants dans ce gîte en pleine nature. En fait non, ça commence par la fin, c'est-à-dire que ça commence par la découverte d'un corps. À ce moment-là, la police arrive, réquisitionne tous les instruments de prise de son et surtout de vidéo, c'est-à-dire des téléphones portables, puisque plus un seul jeune se balade sans son téléphone et surtout sans filmer tout ce qui se passe, des petites caméras GoPro, les caméras de surveillance du gîte, et par ailleurs, il se trouve que dans cette fiction, le BDE, le bureau des élèves, a loué un drone pour filmer les images de la soirée vue d'en haut. Donc toutes ces images sont resynchronisées sur une timeline. À partir de là, vous rentrez dans l'aventure et vous allez pouvoir choisir finalement votre point de vue. Ce qui veut dire que potentiellement, vous avez le choix entre une infinité de films possibles, puisque c'est vous qui allez finalement zapper d'un flux à un autre, pour essayer de comprendre en fait comment, avec l'avancée temps, la montée en puissance de la violence, de l'alcool, des drogues, etc., finalement, ce groupe va être plus ou moins poussé au crime, et on va arriver au drame. Donc voilà, et ça joue à la fois sur des codes ultra modernes qui s'adressent aux jeunes,
de nouveaux médias avec un montage très enlevé, avec une bande son extraordinaire et des images comme ça par moments assez clippées. Et en même temps, on propose une forme totalement nouvelle de narration puisque finalement, à la manière d'une fiction interactive, mais non pas où vous pouvez choisir la fin. Vous savez, la fiction à tiroir où au bout de à la fin d'une scène, on vous dit de choisir la solution A ou la solution B, puis en fait à chaque fois, et ben, du coup, il y a une narration différente. Là, finalement, c'est la même histoire qui va se dérouler pendant toute la soirée, sauf que vous allez juste choisir quel est votre point de vue. Voilà. Okay. Et j'ai essayé de résumer très rapidement. Après, je pourrais rentrer dans le détail de comment ça se fabrique, si vous le voulez, mais au moins, vous avez les grandes lignes et vous savez à quoi ça ressemble. Le film est toujours disponible en ligne. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir le trouver. Oui, c'est un film qui dure 45 minutes et vous pouvez passer, donc, comme Voyelle l'a expliqué, d'un point à un autre. Alors, petite précision, le film dure 45 minutes si vous ne faites pas d'avance ou de retour. Mais en fait, on a donné la possibilité, et ça c'est ce que nous ont permis les bêta-tests en fait, la possibilité finalement de revenir sur ses pas ou d'avancer. Et du coup, finalement, la durée de votre visionnage va être de votre propre expérience. Donc voilà, c'est 45 minutes si on ne touche pas finalement à l'avance ou au retour rapide. Bon, merci beaucoup, Voyelle. Je vais lancer maintenant un petit peu le débat. Maintenant qu'on a les 4 projets qui ont été exposés, on voit que sur ces 4 exemples de nouveaux médias, on n'a pas de webdoc présenté ce soir et on s'en excuse. D'ailleurs, voilà, on s'en excuse. Mais on voit qu'il n'y a pas de définition unique des nouveaux médias, puisqu'on a une diversité des supports et des dispositifs de diffusion. On a des dispositifs web, on peut avoir de la VR, on pourrait avoir du webdoc, on peut avoir une application également, et on a une diversité des personnes qui interviennent dans les projets. Finalement, ce qu'on va essayer de voir pour essayer de répondre à la question de racontons des plus belles histoires avec les nouveaux médias, c'est tout d'abord dans la jeunesse du projet. Qu'est-ce qui a été premier? Est-ce que ça a été j'ai envie de faire un projet en utilisant des nouvelles technos, quelles qu'elles soient selon vos projets, ou j'ai très envie de traiter ce sujet-là? Voyelle, tu nous as déjà répondu en disant que c'était le sujet que vous souhaitiez traiter qui a été moteur dans la création. C'est aussi une rencontre avec un auteur. Hein. J'en parlerai après, mais Simon Buisson, c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé sur du webdoc, qui a une personnalité très particulière, qui est vraiment talentueux. Mais allez-y, pardon. Et dans le cas des autres projets, par exemple, Amaury, pour le cas de Notes on Blindness, on est dans un dispositif très immersif qui se prête particulièrement à reconstruire l'environnement d'un aveugle qui est privé de la vue. Et dans le cas de ce projet, qu'est-ce qui a été premier dans l'histoire ? C'est marrant parce qu'effectivement la VR s'y prête beaucoup, mais la VR est venue en dernier. Au départ, c'est vraiment l'histoire qui est arrivée en premier. C'est Arte et Agathe Film qui sont venus nous voir, avec qui on venait de finir un projet, qui sont venus nous voir avec cette histoire, qui nous ont dit voilà, on va produire le long métrage documentaire de l'histoire qui raconte l'histoire de John Hull. On voudrait faire quelque chose de numérique avec. Bon, est-ce que vous avez des idées ? Okay. Et on a eu pas mal d'idées, mais au début, on avait des idées beaucoup plus drastiques, dans le sens où on voulait faire une sorte de fiction audio, enfin pas de fiction, mais de documentaire audio interactif, mais avec un choix assez drastique qui était de n'avoir aucun visuel. Et puis finalement, rapidement, on s'est rendu compte qu'on perdait quand même la plupart des gens visuels, parce que quand vous donnez quelque chose d'interactif à quelqu'un, que ce soit une tablette, un téléphone, ou même à travers un ordinateur, s'il se passe des choses mais qu'on ne voit rien, bah, c'est très vite quand même ennuyeux. C'est compliqué de maintenir l'attention sans qu'il y ait rien qui se passe visuellement. Donc on a commencé à expérimenter sur ce que pouvait être la représentation du processus de reconstruction d'une perception à partir du son uniquement. C'est là qu'on a commencé à avoir des visuels, à avoir les premières idées de comment on pouvait traduire ça. Et puis au bout d'un moment, donc on a construit une sorte de visualisation 3D de ce que pouvait être la perception d'un aveugle. Donc on avait déjà cette idée de construire un monde 3D visuellement où on ne verrait que ce qu'il perçoit, donc que les éléments qui émettent du son. C'est pour ça que c'est assez noir en fait comme expérience, parce que vous ne voyez que les choses qui émettent du son.
Et puis au bout d'un moment, on s'est dit quand même, et on faisait ça sur une tablette en fait, on prenait le téléphone, on se déplaçait comme ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit c'est quand même idiot, parce qu'il y a tout le reste qui nous gêne, et ce qu'on veut, c'est vraiment reprogrammer la perception, la vision et le son. Donc on devrait quand même tester sur un casque, quoi. Et le jour où on a testé sur un casque, on n'a plus jamais enlevé le casque pendant les 10 ou 12 mois qui ont suivi, parce que c'était le médium le parfait pour cette histoire-là et pour cette immersion-là, ouais, complètement. Mais c'est vraiment arrivé en fin de processus. Je pense qu'on était déjà en fin de développement quand on s'est dit peut-être qu'on devrait le faire en VR. Donc l'utilisation de la technique est arrivée à point nommé. Enfin, ça a été une rencontre de la technique et de l'idée qui était déjà très développée. Oui, voilà, l'idée était quand même déjà là, les visualisations étaient déjà, les prototypes étaient déjà là. Et puis à un moment donné, voilà, on s'est dit, bon, il y a la VR qui est en train d'arriver, testons quand même, parce que ça semble bien marcher, et ça marche effectivement, ça marchait bien. Ouais. Pour Camille et Philippe et Voyal, enfin, par exemple Camille, le livre existait déjà. Oui, là c'est un projet, en fait, on crée une collection de contes où effectivement on travaille avec Serge Bloch. Donc on a fait le premier, c'est Moi j'attends, où il y avait déjà un bouquin. Et le producteur, Laurent Duret, il voulait faire quelque chose de numérique. Donc on a fait un premier conte qui est un conte à toucher, qui est disponible sur iPad. Et ensuite, effectivement, La grande histoire d'un petit trait, c'est on continue avec Serge Bloch. Là aussi, on part d'un bouquin. Et c'est la question de comment un récit papier peut devenir un récit interactif. Et là, c'est là où on injecte du coup, la réflexion. Ça part d'un bouquin, mais tous les projets ne sont pas comme ça. Oui, bien sûr. Il y en a où on part d'une idée. Et sur le cas de ce projet, tu ou vous aviez déjà jeté votre dévolu sur le format application, ou il y avait d'autres choses En fait, c'est une collection qu'on fait pour les enfants. Et la tablette, pour nous, c'est le support idéal pour toucher les enfants aujourd'hui sur les 4-8 ans. Et surtout, c'est une interface qui est tactile, donc sur des enjeux de dessin. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on n'ait pas à dessiner avec un stylo. Parce que quand on a 3 ans, on ne tient pas encore très bien un stylo. 4 ans, on ne maîtrise pas non plus tout à fait. Et du coup, je voulais qu'on puisse dessiner avec le doigt. Et l'interface idéale pour moi, le support idéal, c'est c'est la tablette, pardon. Et du coup, et puis il y a une dimension tactile, il y a un toucher. Et j'aime bien aussi travailler sur cette idée-là de toucher alors qu'on est sur du numérique et que c'est une histoire à toucher et qu'en la touchant, on la change. Oui, c'est l'outil qui permet d'ajouter cette dimension que tu recherchais. Oui, tout à fait. Mais après, je fais l'histoire qui fait que l'outil fonctionne. Pour moi, ça se mélange beaucoup, en fait. C'est pas l'outil qui crée l'histoire. Surtout pas. Non, les deux s'entremêlent, finalement. Oui, tout à fait. Dans le cas de immersion dans l'animation, comment ça s'est passé? L'idée est arrivée avant ou vous avez découvert l'outil? Non, je pense que c'est quand même, pour être tout à fait honnête, c'est autant on adore l'écriture, etc. Et là, on a pris, je pense, le problème différemment. C'est que c'est en fait en vivant les premières expériences immersives qu'on s'est rendu compte du waouh. On s'est dit, du fameux waouh dont on parle, c'est de vivre quelque chose d'autre, vivre autrement, que j'ai découvert d'ailleurs dans les premières expériences avec son expérience à lui. Et justement, nous, ce qui nous avait beaucoup plu, c'était cette notion vraiment d'immersion, c'est-à-dire qu'au-delà de vivre une expérience sur un écran plat, plus ou moins extraordinaire, là, on a vraiment le cerveau qui bascule, puisque ceux qui ont connu ça, qui ont déjà fait des expériences en VR, quand on est vraiment avec le casque, on bascule dans un autre monde, dans le monde de quelqu'un ou dans le monde des échelles, etc. Et c'est là qu'est née l'idée de parler de l'animation. Parce que nous, ce qui nous a plu à la base, c'était la notion de making-of, c'est-à-dire premier plan, pour faire très simple, en 3 expériences, en 3 niveaux d'expérience. La première, c'est un making-of classique, sauf qu'on voit 360 et on voit des gens travailler, par exemple sur des gens qui travaillent sur de l'animation en 3D, en volume. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on bascule en mode à l'échelle de la marionnette et on voit les personnes qui travaillent sur la marionnette. Donc ça, c'est une expérience inédite. D'ailleurs, on y travaille, c'est pas encore gagné. Donc changement d'échelle. Et en termes d'immersion, donc changement d'environnement. Et le troisième, c'est petit à petit, tout bascule dans réellement le monde de l'animation vécu par le personnage. Ce qu'il vit, ce qu'il fait, etc. C'est ça les 3 niveaux de l'expérience qu'on essaye de mener. Et c'est quand même là l'outil qui nous a amené à mener toute cette réflexion.
Alors ça s'est fait en parallèle, hein, bien évidemment. Et après, sur ce concept-là, on a commencé à travailler beaucoup plus dans le détail, au niveau technique d'un côté bien sûr, mais aussi en termes de narration, pour qu'est-ce qu'on va faire pour que le spectateur, enfin la personne qui vive l'expérience, va pouvoir interagir ou non, va pouvoir décider d'aller plus loin dans le temps, ou plus loin dans les différentes échelles de ce que l'on propose, etc. Et donc tout se crée en même temps en fait, et la technique et la narration, Donc, de là où on en est. Ok, avec ces 3 exemples, c'est vraiment la technique et le récit qui s'entremêlent et qui se rencontrent et qui s'enrichissent mutuellement. Je suppose que dans le cas de Way or Die, ça a été la même chose. Le projet Way or Die n'aurait pas été possible il y a 10 ans. En fait, ce qui est intéressant dans les 4 exemples qui sont évoqués ici, c'est que quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas où on va. Amaury le disait très bien tout à l'heure, en fait, on fait du test and learn en permanence. Et même dans le cadre de la grande histoire du petit trait, finalement, il y avait Moi j'attends avant, qui était la première expérience qu'on avait menée sur tablette pour les enfants. Et Moi j'attends, c'était une interactivité qui était très fine au début. Mais c'est là où effectivement on s'est dit, il y a quelque chose dans l'usage des enfants à toucher, à dessiner. Et finalement, la grande histoire du petit trait, c'est un peu comme le volume 2 de Moi j'attends, où finalement, les équipes de Laurent avec Camille ont intégré encore plus d'interactivité et ont intégré encore plus d'expérience dans la narration. Way or Die, c'est un petit peu le même type d'expérience, c'est-à-dire que c'est 3 ans de production, Way or Die. Donc moi, ils sont venus me voir, je me rappelle très bien, c'était un FIPA, ils avaient cette idée, ils avaient même tourné un petit pilote. Donc ils étaient partis avec leur bande de potes, de comédiens, etc., tourner un pilote de ce que ça pouvait, ce à quoi ça pouvait ressembler. Et puis après, on est parti sur donc on a eu 1 an et demi de développement, puis après quasiment le même temps en production. Et en fait, il n'y a pas eu un mois qui s'est passé sans qu'on change un petit peu la forme, la navigation, l'ergonomie, et y compris qu'on s'adapte à la technologie. J'évoquais tout à l'heure, je suis désolée, je sors un peu mais c'est juste pour la démonstration, j'évoquais The Enemy tout à l'heure qui sort aujourd'hui. C'est 3 ans et demi de production. The Enemy, au départ, c'est juste Karim Ben Khalifa qu'on rencontre et qui nous dit « J'ai envie de parler de la notion d'ennemi dans le monde et de conflit armé ». La technologie n'était pas là. On ne savait pas du tout qu'on allait le faire en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, entre le moment où on a décidé de le faire en réalité virtuelle et ce que j'ai expérimenté aujourd'hui à l'Institut du monde arabe, il y a eu encore 10, 15, 30 étapes différentes. C'est ça qui est intéressant dans ces écritures pour les nouveaux médias, c'est de se dire qu'en fait, l'un est au service de l'autre. A priori, c'est plutôt la technologie au service de la narration, mais la technologie, elle va tellement vite que finalement, mais il faut le prendre comme quelque chose de très positif, c'est-à-dire ça nous permet de plus en plus de choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant, moi, c'est pour ça que j'ai très envie de continuer à travailler sur ces expérimentations-là, c'est que on se rend compte que pour les métiers qui sont derrière, les métiers de scénariste, de producteur, de réalisateur, en fait tous les métiers de la chaîne de production d'un projet audiovisuel sont chamboulés, mais surtout enrichis parce que ça permet des nouvelles choses. C'est pas toujours pertinent, c'est pas toujours beau. On se pose tous beaucoup de questions sur la réalité virtuelle, par exemple, mais en tout cas, ça permet aux talents, aux auteurs, aux producteurs de se renouveler et de se tester sur toutes ces tâches ou toutes ces compétences que vous avez dans la chaîne de production. Moi, je trouve que c'est ça qui m'anime et c'est ça que je trouve hyper excitant sur l'imbrication entre la technologie et la narration. Et comme tu le dis très bien, Voyelle, tous ces projets, ils possèdent un caractère expérimental très fort. La technique évolue, la technique enrichit les projets. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour produire un projet, pour réaliser un projet nouveau média? Moi, j'ai plein de questions à vous poser. On donnera la parole au public également après vos premiers éléments de réponse. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour relire un scénario avec un scénario multi-entrées? Comment est-ce qu'on fait pour imaginer le tournage d'un film en VR, en réalité virtuelle, en 360? Comment est-ce qu'on fait pour faire un montage
en réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer une application dédiée à un public d'enfants avec des interactions? Voilà, concrètement, est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à prendre la parole pour essayer pour aborder, on ne va pas pouvoir tout aborder évidemment, quelques-uns des aspects concrets? C'est jusqu'à quelle heure, Anna? Moi, je veux bien, je vais être Oui, oui, non, mais c'est bon, c'est jusqu'à 20h30. C'est de dire, première chose, Ouais. la chose la plus importante, c'est de savoir ce qu'on veut raconter, le sens de ce qu'on veut raconter et à qui on va le raconter. Parce que finalement, ça, c'est plus important que la forme et le choix du média, et encore plus de la technologie qui vient après. À partir de là, si on sait qu'on s'adresse à des enfants ou si on sait qu'on veut raconter quelque chose sur l'état du monde, on va choisir son genre, on va savoir à qui on s'adresse, comment on va s'adresser à ce public-là et où on va aller le chercher. Et après, tout en découle parce que finalement, le diffuseur, si diffuseur il y a, en découle, les partenaires, les sponsors, les financements, la techno, tout ça va être juste finalement une conséquence de ça. Le principal, nous, ce qu'on apprend maintenant quand on forme des gens et qu'on accompagne des producteurs, des auteurs, des talents, c'est de dire, est-ce que tu es bien sûr du message que tu veux faire passer? Pour moi, c'est la base. Ok. Merci beaucoup. Donc, ce qu'a dit Voyelle résume le fait qu'un projet, quand on le conceptualise, on pense à ses objectifs et ces objectifs vont forcément conditionner la façon dont le projet va se réaliser. Mais d'une façon concrète, par exemple, Camille, tu as travaillé avec Serge Bloch ou juste avec l'éditeur? Comment ça s'est passé? Alors non, on travaille avec Serge Bloch à un certain moment. C'est-à-dire que très concrètement, pour dire vraiment comment ça se passe, d'abord, moi, il faut que je trouve la raison d'être du projet. C'est-à-dire plus que des objectifs, c'est sa raison d'être. C'est pourquoi il doit exister ce projet-là. C'est en quoi il va faire sens pour le public. Fais pour trouver cette raison d'être? Il te faut une histoire. Déjà quand même au départ. Enfin là, sur la grande histoire d'un petit trait, j'ai une histoire. Qu'est-ce que me raconte cette histoire? C'est quoi? En fait, l'essence de cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quelqu'un qui apprend à dessiner. Donc c'est le dessin. Donc je sais que je vais devoir travailler sur le dessin. Ensuite, je travaille sur des principes interactifs. C'est-à-dire que je design en fait en quoi ce récit va être interactif. Donc en fait, je réfléchis à tout ce que je peux faire autour du dessin. Donc je me documente sur le dessin, comment ça marche, etc. Enfin, du coup, il y a une phase où j'avoue, c'est un peu, on part dans tous les sens et on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Voilà. Et petit à petit, on découvre comment on apprend à dessiner, etc. Et après, on sait on s'adresse à un public d'enfants. Donc aussi, je sais que je fais un objet où mon interface, je veux que tout le monde la comprenne. Donc ça, c'est à terme, je ne veux pas qu'on se pose de questions quand on arrive sur l'interface. Et en fait, dans ce cahier, j'écris vraiment tous les principes interactifs. Donc j'écris les phases de dessin, qu'est-ce que c'est, les temps d'interactivité. Je travaille sur le rythme de la narration, c'est-à-dire à quel moment je déroule de l'histoire, à quel moment je lui demande de l'interactivité, à quel moment mon interactivité fait partie de l'histoire et en quoi elle raconte aussi des choses. Est-ce que c'est un storyboard en quelque sorte? Alors, tu as du storyboard, tu as du schéma, des wireframes, tu as aussi des courbes. Des wireframes. Des wireframes, c'est des zonings. À une époque, on disait ça aussi. En fait, non, mais le mot zoning est peut-être plus simple. C'est en fait déterminer les différentes zones de ton interface. Genre, très schématiquement, en haut, tu as un menu. Là, j'ai un bouton machin, un bouton truc. Donc, en fait, donc, c'est un travail d'ergonomie? Oui, ton ergonomie fait partie de ta narration. En fait, la façon de pouvoir... Enfin, les fonctionnalités que tu offres, pour moi, font partie de la narration. Et c'est toi qui le fais ou tu t'associes à des ergonomes? Ça, c'est mon travail, justement. De faire, en fait, cette architecture. Et après, il faut aussi, par exemple, j'imagine, sur Not Until Blindness, vous avez dû y réfléchir, aussi à des courbes de rythme. C'est-à-dire que dans ton histoire, si tu haches toutes les 3 secondes qu'il y ait une interactivité, alors pourquoi pas? Mais en fait, à chaque fois que je convoque de l'interactivité, il faut qu'elle fasse sens. Donc, il faut que ce soit un plaisir pour la personne et qu'on reste toujours dans un flux à la fois de plaisir, mais de progression aussi. Donc, en fait, tu travailles ça, donc ça rejoint les notions de courbe, de flux dans les jeux vidéo, difficulté, plaisir et rythme, etc., qui sont très importantes dans ta narration. Parce que nous, on est sur un récit qui dure à peu près 20 minutes. Donc, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus long que moi j'attends.
Et ça aussi, c'est une expérience. Donc après, tu fais ça, et après très concrètement, il faut trouver des gens avec qui le faire. Et donc, en fait, j'arrive avec une proposition d'interactivité, un cahier d'interactivité, on va dire. C'est à ce moment-là où je rencontre Serge Bloch, où je lui dis voilà, on va dérouler l'histoire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On s'est mis d'accord, bien évidemment, avec le producteur d'abord. À un moment, la chaîne France Télévisions intervient aussi, mais pas à ce niveau-là, pas au tout début. Et ensuite, on rencontre Serge, et si on est dans la continuité de son propos d'auteur, ça va. Et en fait, après, j'ai carte blanche. C'est-à-dire que Serge Bloch n'est pas du tout valideur pendant tout le déroulé du projet. Mais c'est son caractère à lui. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est une chance formidable pour les gens qui travaillent avec lui, c'est qu'après, nous, on avance. Dans notre configuration, tu pourrais être amené à échanger beaucoup plus avec l'auteur pour trouver un consensus. Oui, il y a d'autres projets où, pour le coup, on écrit en commun, on fait tout en commun, et là, c'est pas pareil. Et après, du coup, la dernière étape, c'est de rédiger les cahiers des spécifications techniques, fonctionnelles, où en fait, on va chercher les gens qui vont pouvoir fabriquer ce qu'on a imaginé, et donc il faut pouvoir leur expliquer ce qu'on veut. C'est en ça que tu as un mélange technique, narration, et c'est à ce moment-là où ça se... Et est-ce que ces cahiers de spécifications techniques, il y a des modèles types, ou est-ce que vous les créez pour chaque œuvre, parce que chaque œuvre est hybride? À force d'en faire, tu as une sorte de continuité. Il y a des choses, en fait, on sait tous les points qu'il faut traiter, etc. Mais après, normalement, nous, on fait toujours du sur-mesure, donc c'est spécifique à chaque projet. Moi, je pense que par rapport à tout ce que tu viens de dire, effectivement, et toi aussi, c'est que la narration, la forme, le médium est différent, etc. Ça, c'est très important, mais pour moi, aujourd'hui, le grand point d'interrogation, pour nous tous, autant spectateurs que producteurs ou auteurs, c'est le rendez-vous. Et aujourd'hui, on a tous des idées là-dessus, on travaille tous, je sais qu'en formation, on en discute, etc. Mais c'est vraiment le rendez-vous. Comment on organise le rendez-vous ? Pour le traditionnel, le rendez-vous, c'est le cinéma, la télévision, enfin, etc., les festivals. Il y a plein de rendez-vous qui sont organisés. C'est rentré dans les mœurs. Et puis, il y a de la presse autour de ça, il y a de la communication autour de ça. Enfin, c'est un vrai monde que tout le monde connaît. J'allais dire de 3 ans avec une tablette ou le livre jusqu'à le cinéma de manière traditionnelle. Et aujourd'hui, Voyage, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça, mais c'est vrai que la grande question, c'est le rendez-vous. On peut faire des choses très belles, des belles histoires, des choses très complexes, des choses avec plein de narration. Enfin, on peut en parler pendant des heures. Mais avant tout, c'est le rendez-vous. Et comment est-ce qu'on organise ce rendez-vous ? Est-ce que c'est des choses ponctuelles ? Est-ce que c'est des festivals ? Est-ce que c'est via un diffuseur qu'on organise quelque chose par rapport à son site ? Enfin, etc., etc. Mais je pense que Voyelle a des réponses à ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, le rendez-vous, il est plus unique et il n'y a pas une seule forme de rendez-vous. Et puis surtout, le rendez-vous, il est propre à l'utilisateur ou au téléspectateur ou à l'internaute, enfin peu importe comment on l'appelle. Et c'est pour ça que si vous ne savez pas extrêmement bien définir le sens, comme disait Camille, la substantifique moelle de ce que vous voulez raconter et que vous n'êtes pas capable de savoir exactement à qui vous vous adressez, vous n'arriverez pas à créer ce rendez-vous parce qu'il faut extrêmement bien connaître finalement son public pour aller le chercher là où il est. Alors, s'il est jeune, il est en mobilité, il est en format court, il est sur tel type de réalisation. S'il est enfant, il est effectivement sur les tablettes, mais pas que. Et du coup, voilà, le rendez-vous, il existe toujours, sauf que le rendez-vous, il n'est plus forcément à une heure donnée, devant une chaîne donnée, dans un canapé donné. Voilà. Et donc, effectivement, après se pose la question des diffuseurs traditionnels, des nouveaux diffuseurs, donc toutes les nouvelles plateformes qui arrivent, tout ce qui est SVOD, tout ce qui est catalogue en ligne, mais également d'installation, comme The Enemy, c'est une installation dans un musée. Bon, il faut créer ce rendez-vous. Alors pour bien le créer, il va falloir faire parler du projet. En l'occurrence, celui-là, il a tourné dans pas mal de festivals, mais après, en fait, c'est pas non plus un rendez-vous unique, c'est-à-dire qu'en fonction de à qui vous adressez, vous allez déployer une kyrielle finalement de rendez-vous qui vont être presque comme du media planning au sens traditionnel du terme. Mais sur ce projet-là, chaque projet d'ailleurs selon moi est un prototype.
Sauf si on rentre dans des trucs ultra formatés. J'ai une plateforme, je fais de la web série pour les jeunes en format court 10x10. Je ne fais allusion à personne. Mais là, voilà, je sais à peu près à quoi va ressembler mon rendez-vous. Il va être dans le métro, il va être le soir après les cours. Et ça va être en gros 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de visionnage. Mais si je suis sur un projet plus complexe, ben, le rendez-vous, il va être à tel moment-là, à tel moment-là, à tel moment-là. Et donc, à moi de savoir exactement où je vais aller créer ces rendez-vous. Et encore une fois, bien malin est celui qui peut vous dire qu'il sait tout et qu'il a la recette magique pour ça. Je pense que chaque projet est différent et je pense que voilà, chaque projet est un prototype et ça rend nos métiers d'autant plus compliqués, mais aussi d'autant plus excitants, parce que s'il y avait une recette magique, ben, on s'ennuierait au bout d'un moment à faire des succès et des succès tout le temps. Et je crois qu'on apprend beaucoup de ces échecs aussi, et vraiment tous les gens avec qui je travaille dans ces nouveaux univers vous le disent, hein, c'est aussi hyper excitant. Et on parlait d'international tout à l'heure, quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, il y a cette culture du test and learn et de l'échec, parce qu'on rebondit mieux et on fait un meilleur projet après. Cette question de la diffusion, qui est très intéressante, on espère pouvoir la traiter dans une autre conférence, parce que là on s'éloigne de la notion de la narration, ce qui fait la qualité d'un projet. Il y a bien sûr cette diffusion, mais il faut que le projet, que l'histoire soit en elle-même déjà prenante. Donc pour revenir un petit peu sur la dimension de la notion de fabrication des projets, on reviendra par la suite sur la question de la diffusion, sur vos exemples de projets. Mais moi, je voudrais revenir, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la fabrication d'un projet nouveau média. Comment, par exemple, comment est-ce qu'on filme, comment est-ce qu'on monte une œuvre en VR, par exemple à Maury, ou comment est-ce qu'on la dessine? Les différents types d'œuvres VR. Après, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et chaque projet, effectivement, sauf sur des formats très qui commencent à se sérialiser, mais sinon, chaque projet, c'est quand même un saut dans le vide, on ne sait pas trop où on va arriver, et c'est pour ça que c'est super important, comme ça a déjà été dit, de vraiment définir ce qu'on veut en termes d'émotion, d'expérience, de narration, parce que sinon, on s'y perd facilement. Après, en VR, il y a vraiment des formats très différents. Il y a de la vidéo 360, donc c'est un format linéaire. L'interactivité, elle vient uniquement du fait que je peux regarder où je veux, mais l'histoire se déroule de la même façon, quoi que je fasse. Après, il y a des expériences qui sont de l'animation, mais qui sont ici linéaires. Donc, Allumette, par exemple, c'est une expérience VR avec 6 degrés de liberté. Donc, je peux me déplacer autour du monde, je peux m'approcher des personnages qui sont en animation. C'est rendu, c'est créé, rendu en temps réel, mais tout est scripté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interagir avec, on ne peut pas faire tomber la petite fille en lui tapant dessus, quoi. Même si ce serait très drôle, mais on ne peut pas. Et après, il y a des œuvres interactives dans lesquelles, là, c'est comme un jeu vidéo, en fait. Ce qu'on fait, ce qu'on regarde a une influence sur le déroulement de l'histoire. Et les techniques derrière sont très différentes. Si on fait un film 360, on peut quasiment aujourd'hui retomber sur un processus très audiovisuel normal. Il faudra juste réfléchir quand même à son tournage, mais on peut même tourner aujourd'hui en par tiers, par cinquième, pour avoir des techniques de tournage assez classiques avec le sondier, l'éclairage, la photo, tout ça qui sont derrière. Donc on n'a même plus la contrainte de devoir tous débarrasser le plancher pour filmer en 360. Ensuite, on y a une étape de montage, et puis on fait un film qu'on sonorise en post-production. Oui, c'est un processus qui est rodé. Donc c'est un processus qui est déjà beaucoup plus rodé, et on obtient un film 360 qui est linéaire et c'est plus facile. Dans le cas d'un film avec des interactions réelles, non pas seulement par l'orientation de la vue, du regard de l'utilisateur, on a un modèle qui ressemble plus au jeu vidéo. Oui, c'est un peu le modèle que décrivait Camille, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur la narration, l'interactivité. Pourquoi l'interactivité? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'histoire? L'immersion, on travaille beaucoup sur la création d'un monde aussi, en particulier en VR. Après, pour les expériences interactives au sens large, c'est pas forcément la même chose, mais en VR, on travaille beaucoup à cette notion de monde immersif. Comment on propose au spectateur quelque chose dans lequel il a envie de se perdre. Et donc ça impose vraiment
de penser le monde vraiment de façon complète. Le son, le visuel, l'éclairage, qu'est-ce qui se passe, la dynamique de ce monde-là, comment il évolue. Si je fais rien, est-ce qu'il continue à vivre par lui-même? Donc pour avoir une immersion de qualité, c'est important que ce monde soit vraiment, même s'il n'est pas réaliste, mais qu'il soit attirant et que j'ai envie, que j'ai des choses à regarder, que j'ai envie de rester dedans, quoi. Et tu fais appel à des professionnels de chaque domaine dans ces cas-là? Nous, on est pas mal. Nous, on ressemble, si on regarde, on ressemble quand même pas mal à un studio de création de jeux vidéo, dans le sens où on a des artistes 3D, des artistes qui font des textures, des artistes qui font de l'éclairage en numérique, mais de l'éclairage, des game designers, on a le son interactif, on a le réalisateur qui est le directeur créatif dans le monde du jeu vidéo. Mais ça ressemble beaucoup à un studio de production de jeux vidéo et les outils sont les mêmes. Hein. On utilise Maya, Autodesk, tous ces outils-là. Et tout ça finit dans un moteur de rendu temps réel. Et c'est très différent si on est sur un film 360, où là on va rester sur les outils classiques qui sont voilà, enfin la suite, Avid, tout ça. Philippe, par exemple, dans ton projet, vous avez une équipe qui ressemble plus à une équipe de films traditionnels? Les deux, parce qu'on est dans nos tests, justement, comme tu l'as évoqué, on essaye plusieurs choses. Pour tout le début de notre expérience à 3 niveaux, comme j'ai expliqué simplement tout à l'heure, c'est forcément du tournage réel. Alors forcément en multipass pour plein de raisons que tu as évoquées, pour que ce soit plus facile à faire et de meilleure qualité. Mais très vite, on va basculer dans le monde de l'animation, alors dans le making-of au début, et puis après dans le vrai monde de son univers à la marionnette. Et là, pour que ça devienne encore plus intéressant, on essaye de mélanger le vrai et le faux. Quand je dis le vrai, c'est l'image réelle, et le faux, c'est de la 3D avec des moteurs temps réel, etc., pour qu'on ait une interaction plus forte et que visuellement on puisse se déplacer davantage, chose que l'on peut faire, comme tu l'as dit, dans le moteur de jeu, pour faire simple, contre l'image réelle. Parce que l'image réelle, comme il l'a dit, au-delà du fait que c'est une vision à 360 degrés, qu'on soit là ou qu'on soit là, ça ne change rien. Enfin, il n'y a rien qui se déplace. En stéréoscopie, on a une notion de profondeur, on va dire, le personnage qui est devant, donc qui ne bouge pas à la même vitesse que ce qui est derrière, mais on en est là, techniquement. Et donc le but, je pense qu'il nous intéresse tous, quelle que soit la technique utilisée, c'est le mélange. Pour servir l'écriture, de mon point de vue, mais je pense que c'est partagé, c'est de mélanger en fait les techniques. Parce qu'on attire et on change les repères du spectateur. Le spectateur, il est habitué à voir de la 3D, il est habitué à voir des choses très compositées avec du vrai, du faux. On ne sait même plus vraiment ce qui est vrai ou faux dans certains films, mais c'est sur un écran. On n'est pas dans l'action, on n'est pas avec les personnages au milieu des calques. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est être au milieu des calques et faire comprendre ça et faire vivre ça comme expérience. C'est ce qu'on travaille, on est en développement, nous, hein. On n'est pas au même niveau, mais c'est ça qui est intéressant, ce que disait Voyelle aussi, c'est que c'est des expériences uniques et c'est parce qu'on se casse les dents sur quelque chose que d'un seul coup une idée géniale vient parce qu'on parlait de calques, et bien parce que de traverser les calques dans le monde de l'animation, on trouve que c'est génial, donc on raconte une histoire par rapport à ça. Enfin, tu vois, on fait du yo-yo en permanence, enfin nous concernant, mais je crois que c'est lié à ce genre de projet, quoi. Ce qui est génial, c'est vraiment cette hybridation et ce mélange des genres où on se retrouve le monde du jeu vidéo a été très cloisonné, le monde du cinéma c'est la même chose, et maintenant une espèce d'hybridation très, très bizarre mais très enthousiasmante où les gens se mettent à travailler entre eux, on se met à faire appel à des scénaristes de cinéma qui viennent travailler sur de l'interactif, et il y a beaucoup moins de condescendance, pas partout, mais il y a beaucoup moins de condescendance que ce que je pouvais constater il y a une dizaine d'années envers le jeu, ce qu'on va appeler le jeu vidéo ou l'interactif au sens large, qui était quand même regardé comme quelque chose de très 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 inférieur par le monde du cinéma, quoi. C'est des jeunes qui s'amusent en mangeant des pizzas, quoi. Bon, il se trouve. Mais maintenant, c'est un peu toujours le cas, certes, mais on a ouvert des. C'est pas seulement, il y a des brèches qui s'ouvrent. Cannes va accueillir sa première œuvre VR cette année. Voilà, la Biennale ouvre une section VR cette année et cherche des projets VR qui veulent mettre au même niveau, avec une vraie sélection, un vrai prix, qui veulent mettre au même niveau que les films.
Donc voilà, c'est en train d'arriver et il y a encore de la condescendance, très clairement, mais il y a beaucoup d'hybridation qui se passe et il y a beaucoup de choses super intéressantes qui arrivent. Et parce que ce sont des projets compliqués et expérimentaux, eh ben, on découvre aussi en le faisant plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Là où dans le cinéma, on est beaucoup plus sur... On peut beaucoup plus facilement anticiper ce que va être le résultat final. Et quelque part, l'écriture est quand même beaucoup guidée par cette connaissance de la capacité du média qu'on remet assez peu en question. Comme là, toutes les frontières sont floues et changent tous les 6 mois parce qu'il y a un nouveau contrôleur, un nouveau casque, un nouveau machin, un nouveau device, bah on est forcé de se remettre en question à chaque projet. Et donc c'est angoissant, mais c'est hyper stimulant aussi. Voyelle, tu veux prendre la parole et ensuite on va donner la parole au public pour une session de questions. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Amaury, c'est très juste. En fait, je pense que cette condescendance, elle est liée à la peur de l'inconnu. Parce que finalement, nous, dans nos univers, on est obligé de se remettre en question toutes les 5 minutes, ne serait-ce que parce que la technologie évolue, parce qu'on travaille avec des compétences nouvelles, parce qu'il faut beaucoup d'agilité pour travailler sur des projets comme ça en démarrant quelque part et en sachant pas où on va et en n'étant pas sûr de ses financements parce que quelque part, comme on travaille sur des modèles économiques qui n'existent pas et qu'on est en train d'inventer, évidemment, ça fait peur à tout le monde. Donc moi, je peux vraiment vous en parler pour avoir longtemps habité dans un média traditionnel. Il y a de la condescendance qui est explicable, il y a un sentiment de supériorité encore des médias traditionnels, et on ne va pas les citer, mais c'est essentiellement télé, cinéma, etc., par rapport à ces nouveaux médias. On nous regarde de haut aujourd'hui. C'est vrai qu'en revanche, on voit quand même, ils sont partout. On parle juste de l'exemple de la VR. Dans tous les festivals maintenant, et les festivals les plus traditionnels, il y a une section VR, il y a une expo VR, il y a un hackathon VR, il y a tout ce que vous voulez. Donc cette condescendance, elle est quand même amenée à changer. Et moi, je pense que c'est vraiment cette question de sortir de sa zone de confort. Certes, c'est plus risqué parce qu'on ne sait pas où on va, mais c'est quand même beaucoup plus excitant. Et puis c'est le propre d'un projet de création aussi, que de tenter des expériences, des expérimentations et de prendre des risques. Alors, on va donner un peu la parole au public. Annelise, si tu veux. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur. Bonjour. Alors c'est une intervention très intéressante. Je ne suis pas du tout du métier, ni du monde des médias, ni du monde de ce que vous venez d'expliquer. La question que je me pose, c'est est-ce que ces métiers, ces nouveaux métiers là que vous présentez, sont accessibles à des jeunes donc sortis du collège, du lycée, puisqu'ils sont créateurs d'emplois? Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par la voie traditionnelle, c'est-à-dire faire une école d'audiovisuel, donc apprendre effectivement toutes les techniques classiques que vous avez déjà décrites, ou est-ce qu'on peut y accéder directement par la maîtrise de l'écriture et de ces nouvelles techniques? Aujourd'hui, en fait, il y a plein de voies, parce que ça fait quand même... On dit qu'on est dans l'expérimentation, mais je pense quand même qu'on a quand même construit des choses. Je suis d'accord sur l'expérimentation, mais on a construit, donc ça fait plusieurs années, et en fait, les formations sont en place aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez, très concrètement, vous pouvez faire l'Angevine, qui est l'école de jeux vidéo, qui vous ouvre, il y a plusieurs formations, il y a des formations chefs de projet transmédia. Sciences Po fait également des formations transmédia. Le CELSA, qui est une école de communication, fait des formations transmédia. Si vous allez dans les écoles, même à la FEMIS, ils ouvrent sur les web-séries, si je ne me trompe pas. En fait, les formations existent, donc aujourd'hui, oui, les jeunes peuvent le faire. C'est porteur d'emploi parce qu'on peut faire soit dans le jeu vidéo, qui est quand même une industrie qui marche très très bien, mais aussi bien évidemment dans ces nouvelles écritures. Et après, plus il y a de talent, plus il y a d'histoires qui émergent, plus d'histoires émergent, plus les diffuseurs vont se remettre en marche et avoir envie aussi de reproposer plus de programmes interactifs. Voyelle veut réagir aussi. Hein? Voyelle veut aussi réagir oui, bien sûr. sur cette question. Donc oui, il y a plein de possibilités. Moi, je compléterais, je dirais oui, effectivement, il y a des formations telles que Camille les décrit,
les écoles traditionnelles, comme tu disais, la FEMIS, les écoles de commerce, les écoles de communication, elles ont toute une section transmédia maintenant. Après, il y a tout ce qui est informatique. Apprendre à coder aujourd'hui, c'est quand même... Il y a même des gens qui disent à leurs gamins, toi, il faut que tu apprennes à coder parce que c'est aussi important que d'apprendre les langues étrangères. Ça se discute, mais c'est un point de vue intéressant. Et après, moi, ce que je trouve très important, c'est ce qu'on a dit pendant tout le long de cette conférence, qui est que ce métier-là ou ces métiers-là nécessitent beaucoup d'ouverture d'esprit, d'agilité, de décloisonnement. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'on est tous dans des métiers où on va travailler avec d'autres talents, d'autres compétences. Du coup, on va essayer de comprendre, on va changer de métier. On est dans des générations maintenant, quel que soit, c'est pas une question d'âge, hein, mais on est dans un monde où on fait pas le même métier du début à la fin de sa vie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut avoir fait une école de commerce et se retrouver scénariste interactif, ou avoir fait une école de code et tout d'un coup se mettre à réaliser un film en VR. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et moi, personnellement, je suis marraine d'une promo Engmin Gobelin, la formation dont parlait Camille tout à l'heure. Et j'adore côtoyer ces jeunes-là parce que d'abord, ils m'apprennent plein de choses tout le temps. Et surtout, ils ne se mettent aucune barrière en termes de métier. Et ça, je trouve que s'il y a quelque chose qu'on peut passer comme message aux plus jeunes générations et aux gamins qui sont en train de choisir leurs études, c'est que tout est possible. Merci. J'ai même... Non, juste la réaction que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est la cible aussi qui a changé. C'est-à-dire que tous les jeunes qui manipulent des smartphones, des tablettes, qui font des trucs sur YouTube dans leur chambre, etc., les youtubeurs, etc., c'est aussi ça qui a dérangé quelque part les médias classiques. Dérangé, enfin bousculer un petit peu les médias classiques. Les médias classiques réagissent aussi, et tout ça ensemble, donc la cible elle-même fabrique aussi aujourd'hui quelque part, participe à la fabrication de ces écritures. Et après, quand il faut trouver, ce sont des équipes de scénaristes, de producteurs, etc., ça restera toujours traditionnel, ça, entre guillemets. Mais c'est la manière dont les choses se font qui a complètement été bouleversée, je trouve, par la cible elle-même. Ok, merci. Une autre question ? Bonjour, justement je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Moi ce qui m'interroge beaucoup c'est de savoir dans quelle mesure vous vous adressez à vos audiences dans le processus de création. Est-ce que vous vous inspirez, vous posez des questions, vous faites des études de public ou pas forcément? Merci. Est-ce qu'il y a aussi des bêta-testeurs et tout ça? Oui. Ok. Moi je peux vous donner l'exemple de Way or Die. C'est l'exemple qu'il vous faut. Puisque en fait, on a totalement bêta-testé et l'interface, la navigation, le fait qu'il y avait une timeline qui montrait ou pas les différentes vidéos qui étaient disponibles. On a testé aussi le fait de savoir si on devait ouvrir la possibilité d'avancer dans le film ou de reculer dans le film. Ce qui était vraiment un débat parce que l'auteur lui-même, il avait l'intuition qu'il faisait un film et il proposait son film et qu'il ne fallait pas pouvoir connaître la fin avant le début. Et en fait, c'est en bêta-testant qu'on a pu voir tout ça. Sur la majorité, pour reprendre mon expérience aux Nouvelles Écritures, sur la majorité des gros projets, donc des projets qu'on appelle expérimentaux, où on n'est pas dans du format, on a testé et bêta-testé les dispositifs. Puisque à chaque fois on testait quelque chose de nouveau, il fallait qu'on puisse avoir un retour. Alors, on n'a pas toujours les moyens de faire du bêta-test, mais moi, plus ça va et plus je le conseille vraiment toujours sur ce type de projet. Je suppose que sur Notes on Blindness, vous avez dû bêta-tester pas mal aussi, vu l'ambition du projet au niveau visuel, audio, expérientiel. Amaury, vous avez... Ah non, complètement. Nous, on a utilisé énormément les festivals pour ça, parce que du coup, sur une période de 3 jours, vous avez 100, 200 personnes qui passent et qui testent votre projet, et c'est génial parce que vous pouvez regarder toutes les réactions, et c'est essentiel. Très vite, quand on est trop dans le projet, on est les plus mauvais juges de notre propre travail. Donc il faut absolument pouvoir le proposer à des gens qui ne connaissent même pas le projet, qui ne savent pas forcément de quoi ça parle ou à peine. Et puis vous leur dites rien, vous les regardez, vous les laissez faire. C'est le meilleur, ça peut être très violent aussi,
Mais c'est le meilleur retour possible. C'est-à-dire si quelqu'un reste bloqué pendant 5 minutes sur le début, bah, c'est probablement qu'il n'est pas idiot, mais c'est que vous avez peut-être loupé quelque chose en termes d'expérience, quoi. Donc c'est essentiel, et en plus, plus vous avez d'interactivité, plus c'est essentiel de vraiment tester auprès des gens à qui ça s'adresse, de tester la compréhension de l'histoire, la compréhension de l'interactivité. Est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et ces retours entraînent des phases d'ajustement. Est-ce qu'elles sont prévues en amont dans le projet, ou est-ce que c'est après coup on se dit il faut que je ressorte une version? On essaye de les inclure tout le temps dans nos je trouve pas le mot en français, dans nos plannings de production. Parce que c'est essentiel. Alors parfois ça sert de variable d'ajustement, quand on est à la bourre on zappe les bêta-tests, mais c'est vraiment une très mauvaise idée, quoi. Il faut absolument le faire, et même pour des films maintenant il y a de plus en plus d'outils en VR notamment, mais sur des tablettes aussi. Il y a ce qu'on appelle les cartes de points chauds, les heat maps en anglais, où on peut voir, vous faites tester à 100 personnes par exemple, ou même 10, et vous avez un petit peu le parcours visuel qu'ils ont fait, les endroits où ils ont regardé, et ça, surtout en VR ou même sur une tablette, vous pouvez voir un peu ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont regardé, et ça vous donne énormément de retours sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et est-ce que ça a généré les émotions que vous vouliez? Est-ce que ça fait passer le message que vous vouliez? Donc c'est vraiment essentiel. Donc les spectateurs, les utilisateurs, testeurs au moins, se retrouvent comme participants à la conception d'une bonne narration. Oui. Puisque vous adaptez le projet en fonction de ces retours. Oui. Après, ils ne sont pas forcément concepteurs. De la conception. Je ne suis pas d'accord. En fait, ça nous permet de faire des crash tests, de se tromper, en fait, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. Et c'est vachement important de se tromper. Et du coup, en fait, si tu leur fais faire un test, il ne faut rien leur dire. Donc, ils font le truc et tu regardes et tu notes. Et après, tu fais, bon, alors il faut changer ça. Mais après, on leur refait retester, mais ils ne vont pas nous faire Enfin, ils vont peut-être nous dire des choses, mais des fois, ils ne savent pas. Ce qui est important, c'est de vraiment les mettre dans la situation de l'utilisateur. C'est de se projeter à cette étape-là. Ouais. Est-ce que je peux rebondir? Et est-ce que, par exemple, pour l'histoire du petit trait, est-ce que vous avez fait des tests avec des enfants? Parce que dans l'animation, on a vraiment souvent très l'habitude de tester. On est dans une salle à part, on les voit à travers un miroir sans teint et on les laisse regarder le dessin animé. C'est un peu bizarre. Il y a plein de vieux adultes qui sont en train d'observer des petits enfants. C'est un peu dégueulasse. Mais est-ce que vous faites ça aussi sur le... Alors, on n'a pas les moyens de les mettre dans une salle et de se mettre derrière un miroir. On n'a pas les moyens de ça. Les tests, c'est... oui, bien sûr. En fait, il y a deux phases dans les projets. Tu as une phase de développement et une phase de production. Là, je parle en termes audiovisuels et financement, pas en termes techniques. Et pendant le développement, en fait, c'est une phase où on fait plein de prototypes. Et on les fait tester. Et il faut les faire tester aux enfants parce que dès qu'on est... Alors, c'est une spécificité pour les enfants, mais dès qu'on est sur des projets sur les enfants, les adultes sont les pires testeurs parce qu'en fait, c'est pas du tout intéressant ce qu'ils racontent parce qu'ils se projettent trop, enfin, ils comprennent rien, alors qu'un enfant, il comprend tout de suite. C'est beaucoup plus rapide. Mais bon, du coup, en fait, régulièrement, on fait des builds, on fait des versions, tout de suite, on les fait tester à plusieurs enfants. Et moi, plus j'ai de nouveaux enfants, plus je suis contente. Et du coup, je leur mets la tablette et j'attends, et je leur donne la tablette. C'est tout ce que je fais. Je ne vais pas plus loin. Mais peut-être après, pour répondre sur la question de la diffusion, et peut-être... aujourd'hui, ce que les nouveaux médias interrogent, c'est la façon de diffuser. Et la façon de diffuser peut faire partie de la narration, en fait. Moi, je travaille sur un autre projet. C'est un feuilleton qui s'appelle Été, qui sort cet été, et qui est un feuilleton qui va être diffusé tout l'été. Et la diffusion fait entièrement partie de la narration. C'est-à-dire, je voulais faire un feuilleton, et je veux le faire sur un endroit où l'audience est déjà. C'est-à-dire, je la fais sur Instagram. C'est un feuilleton sur Instagram. Et je ne le fais pas sur un site web dédié parce qu'aujourd'hui, l'usage, il est dans le téléphone et l'usage, il est dans les réseaux sociaux. Donc, c'est comment maintenant je vais injecter des histoires dans les réseaux sociaux, quels sont les formats que je peux imaginer dans ces créneaux-là. Et Été, typiquement, ce sera un feuilleton sur Instagram et Arte le coproduit. Mais là, on est dans une question où la diffusion et la narration font un seul... et du coup, l'audience, je sais qu'elle est là. Et on va faire de l'achat d'espace. En fait, c'est simple, c'est comme n'importe quel autre projet. Tu fais de l'achat d'espace, tu fais de la pub, tu fais des trucs. Parce que la grande histoire d'un petit trait, c'est dans l'App Store.
sur l'Android Store, enfin sur le Play Store, et c'est gratuit, mais on est au milieu de toutes les autres applis gratuites, donc il faut faire beaucoup de travail hyper classique de relations presse, de community management, etc. En fait, c'est hyper simple, c'est du marketing, mais ça fait partie maintenant du métier du producteur nouveaux médias. C'est vrai pour moi, c'est vachement dur aujourd'hui, je trouve, de séparer la diffusion de la création, quoi, parce que il y a des choses qui ne sont visibles que sous forme d'installation. Et il y a des festivals où, si on regarde la tendance actuelle à Tribeca cette année, la VR n'était quasiment que sous forme d'installation. Il y avait très très peu d'expériences casques reproductibles chez soi. Donc ça pose une vraie question sur la diffusion, sur comment, et puis même le modèle économique derrière. Donc je trouve que c'est tellement changeant, mouvant, et les audiences sont tellement peu consolidées pour l'instant, que c'est vraiment dur d'abstraire cette question et de dire, bon, de toute façon, on fait notre truc dans notre coin, et puis après, on va diffuser, on trouvera un moyen, quoi. Voyelle. Oui, on revient, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de là où est notre audience, on va y aller. Et effectivement, comme tu disais, Amaury, le modèle économique et les partenaires potentiels de ce type de projet qu'on veut raconter va découler de l'expérience que tu proposes. J'étais à Tribeca, j'ai effectivement fait des expériences qui nécessitaient l'intervention d'un comédien. Déjà, ça pose pas mal de questions, le fait que ça soit une installation dans un musée ou dans un... Mais cela dit, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer hors ligne. Je vois très bien que, pour ne pas les citer, un MK2 qui fait un MK2 bibliothèque est en train d'investir dans le monde entier sur des salles où ils vont diffuser et installer des installations VR. On sera sur une exploitation de ce média, non pas en ligne, mais hors ligne. Comme ils vont vendre des billets. Là, The Enemy, c'est à l'Institut du monde arabe. Vous pourrez acheter votre séance et faire votre expérimentation comme si vous alliez au cinéma. Et donc, c'est juste là où il faut être hyper malin et inventer les business économiques qui vont avec ce que vous avez envie de proposer comme expérience. Ok, donc là, on est... Pour conclure, je vais essayer de conclure. Je réagis juste à ce que Voyelle a dit. Si on est dans une vraie hybridation, non seulement des formes traditionnelles d'audiovisuel auxquelles s'ajoutent, qui s'enrichissent des nouvelles technologies, mais qui en plus s'hybrident avec des formes de diffusion de spectacles vivants, en somme. Donc on est vraiment dans un mélange des genres et des formes. Une dernière question avant de terminer. En fait, c'était juste pour rebondir sur les supports de diffusion. Je voulais juste vous demander si vous pensez que la VR sera prochainement possible de la visionner sur des plateformes de vidéo à la demande. Donc chez soi. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Oui, aujourd'hui YouTube propose un mode 360, même stéréoscopique, avec même du son ambisonique, donc du son immersif. Vimeo vient de s'y mettre. Facebook propose aussi de la vidéo 360, tout en mode cardboardisable, donc on peut les avoir en stéréoscopie. Donc les supports de diffusion sont déjà là. Après, il y a plein de choses, ça bouillonne aussi. Il y a Laurent, avec qui tu travailles beaucoup, qui lui travaille sur un concept qui est intéressant, c'est que le casque VR, il est souvent un petit peu isolant. Donc il travaille sur un concept de dôme, pour avoir un dôme qui descend un petit peu bas, pour avoir des expériences comme au cinéma, donc une expérience où on est à plusieurs pour regarder la même chose, mais en 360 ou presque 360. Et puis c'est marrant parce qu'on peut imaginer... Et la grande... va être faite en cube. Donc voilà, en exclusivité, vous savez maintenant que... Mais voilà, mais ça pose vachement de questions, ça pose des questions très intéressantes en termes de qu'est-ce que devient une expérience de cinéma aujourd'hui si on se retrouve à 30 dans un petit espace et où mon voisin de derrière voit un truc super derrière, il me tape sur l'épaule, il me dit « Ah tiens, regarde là » et on crée une expérience qui est assez marrante, qui est très très innovante, quoi. Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que ça permettait aussi de l'interactivité coopérative, c'est-à-dire que du coup, tu es en mode multi-joueur, parce que tu peux être 12, et du coup, là, tu peux avoir 12 personnes qui dessinent. Qu'est-ce que tu leur fais dessiner, comment, machin, tout ça. Mais c'est super intéressant. Voyelle veut prendre la parole et malheureusement, je vais devoir conclure ensuite. C'est juste pour compléter la réponse d'Amaury à la question de cette personne. Oui, c'est pas le futur, hein, c'est déjà là. Il y a déjà plein de stores qui diffusent. Après, vous avez des expériences parfois dégradées ou linéaires, là où d'autres expériences peuvent vous procurer de l'interactivité. Mais très clairement, tout le monde s'est positionné.
Amazon ouvre son store à la fin de l'année. Netflix, ils sont dessus aussi. Donc vraiment, même les purs acteurs de VOD, SVOD, etc., ils y sont déjà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie tous les invités d'avoir accepté de participer à notre première conférence StoryCode. Je remercie aussi le public. Et pour conclure, je vais essayer de répondre, de synthétiser toutes les pistes de réflexion qui ont été lancées au cours de ce débat sur les nouveaux médias permettent-ils de raconter de plus belles histoires. On a parlé de l'hybridation des formes, on a parlé de décloisonnement des activités, on a parlé de la peur de l'inconnu. Alors finalement, est-ce que toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, elles ne nous permettent pas d'ajouter des choses nouvelles, des dimensions nouvelles aux histoires? On a parlé notamment d'interactivité, le fait de pouvoir agir, de ne plus être un spectateur passif, mais de devenir acteur de l'histoire. On a parlé d'immersion aussi. Donc, pour conclure, moi, il me semble que toutes ces hybridations, tous ces nouveaux dispositifs nous offrent la possibilité d'expérimenter de nouvelles histoires, des histoires qui ne sont pas forcément plus belles, mais qui sont plus riches, parce qu'elles sont enrichies d'une nouvelle dimension. Alors, pour discuter de tout ça, on va pouvoir se retrouver autour d'un verre. Vous allez pouvoir aller tester également différentes applications ou différentes œuvres de nouveaux médias qui vont être en test installés d'ici quelques minutes. Et voilà, je vous remercie à tous et je passe la parole à Annelise pour conclure peut-être. Merci beaucoup et puis bonne expérimentation. En fait, on va avoir des listes et il faudra que vous vous inscriviez pour pas que vous attendiez que vous puissiez boire un verre tranquille et savoir quand est-ce que vous allez passer. Et comme ça sera plus fluide et simple pour l'utilisation des différentes expériences. À savoir, il va y avoir 2 tablettes. Donc avec Falaïna et la grande histoire du petit trait. J'ai mis le petit trait parce que ça ne rentrait pas dans le slide. Voilà. Donc ça, c'est tablette. Ensuite, il y a 3 expériences VR avec The Displaced que je vous conseille grandement. C'est un documentaire en réalité virtuelle et c'est assez époustouflant quand on aime le documentaire de se retrouver dans le documentaire. Pearl, c'est de l'animation en VR. Notion Blindness, on en a parlé ce soir. Et ensuite, il y a 4 projets sur ordinateur. Donc Datagull, qui est une web-série. Jeu d'influence, qui est un serious game où vous devez prendre des choix. Il y a une histoire à choix multiples et selon comment vous répondez, si vous mentez pas. Voilà. Il y a plein d'arches narratives différentes. Alma, c'est un documentaire interactif assez perturbant. Personnellement, je n'ai pas pu le regarder plus de 2 minutes parce que donc, cette jeune femme est une tueuse de gang et elle décrit précisément ce qu'elle a fait avec des tournevis, tout ça. Donc c'est assez dur. Et on peut s'en échapper en changeant nous-mêmes d'image pour pas la voir nous dire ça en train de sourire. Et voilà. Et ensuite, Why or Die, qui est ce dont Voyez Lacoeur a parlé aussi et qui est vraiment très très intéressant à expérimenter. Et donc, nous vous invitons à tous finalement les regarder aussi chez vous parce qu'en fait, c'est disponible sur Internet, ils sont tous gratuits. Et Notion Blindness, Pearl ou The Displaced, le seul problème, c'est qu'il faut avoir un téléphone assez récent, avancé. Mais après, avec un simple cardboard en carton qu'on a ici, donc voilà, c'est un exemple de cardboard que vous pouvez même fabriquer vous-même avec du carton. Vous pouvez, il y a des modèles, des tutos. Donc vous pouvez essayer et donc si vous avez des téléphones assez puissants ce soir, vous pouvez installer les applis et regarder avec ça. Puisque nous, on n'a que 2 téléphones, pardon, mais on n'est pas méga équipés. Mais peut-être que, Amaury, tu peux prêter ton téléphone. Voilà, bon, voilà. Allez vous rafraîchir. Au revoir, Voyelle. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Au revoir, Voyelle. Et aussi, on va faire passer un papier pour, si vous n'étiez pas inscrit par Eventbrite ou Meetup, si vous laissez votre adresse mail pour être au courant des prochains événements, etc., n'hésitez pas à laisser votre adresse. Voilà, merci beaucoup.